Bienvenue dans Inside Extra Time, un espace dédié aux populations et aux internautes pour poser certaines de leurs préoccupations aux membres du gouvernement qui se succèdent dans cette rubrique. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous Marc Yombouno, ministre du Commerce. Monsieur le ministre, qu'en est-il de l'interprofessionnalisation de la filière anacarde en Guinée? C'est un objectif qui va être atteint avant la fin du premier trimestre 2017. Et nous avons déjà mis en place l'interprofessionnel café-cacao. Donc pour l'anacarde, c'est une question de jours et déjà tous les dispositifs sont en marche. Monsieur le ministre, notre équipe est allée à la rencontre de Kevin Camara qui vous pose cette question. Je me nomme Kevin Boban Camara, étudiant. Il y a une progression massive des eaux qui se voit en Guinée. Quelle est la politique mise en place pour ces eaux? Quel est un risque pour la santé guinéenne? Oui, merci. Cette question sur la prolifération des eaux dans les pochettes en plastique est une réalité. Conséquence certainement de la recherche aussi de cette denrée très importante par les populations. Le besoin créé et d'autres choses. C'est ce que nous disions, si nos services chargés de la production de l'eau potable étaient arrivés à couvrir dans toutes les localités en donnant des bonnes fontaines, en faisant en sorte qu'il y ait de la disponibilité de l'eau de qualité, on ne serait pas arrivé à cet état de fait. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un fléau sur lequel nous avons travaillé. Le département du commerce a réalisé une étude diagnostique dans l'ensemble du pays. C'est ce qui a permis de ressortir un constat très alarmant, en ce sens que nous avons pu identifier plus de 300 unités de production d'eau de consommation, que certains disent eau minérale. Ce n'est pas de l'eau minérale parce qu'il n'y a aucun ajout. En fait, c'est de l'eau qu'ils puisent, soit dans les sources naturelles ou bien des forages, certains même des branchements de tuyaux pour à mettre dans les pochettes plastiques. Donc 300 unités de production d'eau de consommation. Vous prenez seulement la préfecture de Sigiri, vous êtes à plus de 100 unités de production. Et lié à cette présence massive de ces unités aux besoins qui étaient en place, vous allez savoir ce que j'ai dit au début. C'est une zone minière. Auparavant, des gens buvaient presque de la boue, de l'eau dans les rizières, dans les marigots. Et lorsque cette technique de facilitation d'enchachage de l'eau est venue, les gens sont bondis là-dessus pour implanter ces unités dans cette zone. C'est des unités qui ne sont pas en totalité réglementées, qui ne produisent pas en totalité une très bonne eau, mais il faut noter que ça a permis de réduire certaines maladies hydriques, la diarrhée et autres, qui étaient vraiment des fléaux dans ces zones-là. Donc cette situation nous a permis d'élaborer une fiche pour connaître quels sont ceux qui ont donné l'autorisation à l'implantation de ces unités. Quels sont ceux qui en font l'analyse de la qualité, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça nous a permis, lorsqu'on a présenté cette étude avec la participation de l'ensemble des services concernés, on a mis en place une commission interministérielle. Et donc, au jour d'aujourd'hui, les cadres travaillent sur des formulations de recommandations qui seront soumises au niveau ministériel des ministres concernés. Je vais nommer du ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Énergie, de l'administration du territoire et aussi de l'environnement, qui sont tous concernés par ces fléaux-là. Et donc, il y a une pollution énorme de l'environnement, parce que c'est des sachets qui ne sont pas dégradables. Et donc, le souhait aujourd'hui, c'est d'avoir des emballages biodégradables, ce qui n'est pas le cas. La qualité aussi pose défaut. Mais prendre une mesure drastique d'élimination aujourd'hui de la présence de ces poches d'eau
il va falloir aussi réfléchir avant de prendre cette décision. Mais la sensibilisation est en train d'être faite. En ce qui concerne le ministère du Commerce, une fois que les gens ont l'autorisation d'implantation de dignité, nous intervenons pour le contrôle de la qualité. C'est une obligation normalement, si le principe est respecté plutôt, que l'opérateur, avant la mise en marche sur le marché, envoie des échantillons au laboratoire national de contrôle de qualité. Mais imaginez un seul laboratoire basé à Conakry pour couvrir l'ensemble du pays. Et donc ça nous crée des problèmes, les cadres prennent des échantillons et on a même constaté des duplicata de nos documents pour pouvoir valider certaines analyses qui n'ont pas été. Tout ça, l'étude nous a permis de ressortir ces insuffisances. Donc c'est déjà une masse d'informations, une matière sur laquelle nous allons travailler pour corriger petit à petit ces fléaux au niveau de la consommation de l'eau, de l'eau plutôt vendue dans les chasses. Monsieur le ministre, notre équipe est également allée à la rencontre de Mamadou Diang Bora Diallo qui s'interroge sur l'uniformisation des prix sur le marché guinéen. Bonjour, je suis M. Diallo Mamadou Diang Bora, je suis magistrat. Je demande à son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, quels sont les mécanismes qui sont prévus pour réguler le prix des matières premières sur le marché. Et si ces mécanismes et ces politiques existent, qu'est-ce qui empêche que ces politiques-là soient mises en œuvre afin que les consommateurs que nous sommes voient que les prix des matières premières vraiment ont baissé sur le marché? Je vous remercie. Je remercie encore M. Diallo, qui est magistrat. Vous allez me permettre d'abord de revenir sur les termes qu'il a utilisés. Il a dit la baisse des prix des matières premières. Certainement, il a voulu dire des produits de première nécessité. Sinon, la baisse des prix des matières premières, en tant que pays exportateur de bauxite, de produits agricoles, on ne le souhaite pas. Actuellement, c'est le cas. Au niveau mondial, les cours des matières premières ont baissé, les prix ont baissé. C'est ce qui a fait chuter même les revenus de l'ensemble des pays, même les pays producteurs de pétrole. Vous avez vu notre cas particulier, le fer, la bauxite et autres, et la décision même de Rio Tinto. Ça, c'est la baisse des prix des matières premières. Mais certainement, il a voulu dire des produits de première nécessité que nous consommateurs, nous consommons. Les matières premières, on les exporte pour fabriquer quelque chose. Donc, revenant sur les produits de première nécessité, et on ne peut pas homologuer, on est dans l'économie de marché. Ce qu'on peut faire, c'est la réglementation. Et c'est pourquoi on a eu à faire la convention avec les opérateurs d'importateurs du riz Brisir 25%, qui est le riz blanc. Maintenant, les autres sortes de riz, je vais nommer le riz parfumé, le riz étivé venant d'Inde, le riz Caroline venant des États-Unis et autres, le riz que vous trouvez des fois dans les hôtels fins et longs, basmati venant de l'Inde, ça, c'est chez nous ici, c'est du riz de luxe. C'est qualifié du riz catégorie riz de luxe. Et ces importateurs payent 100% de taxes. Au niveau du cordon douanier, au niveau des impôts, tout ce qui est comme taxe, ils payent. L'État ne consent aucune réduction comme le cas du riz Brisir 25% où l'État perd 10,75% pour amener ses opérateurs à payer que 2,75%. Est-ce que vous avez vu? Donc, étant donné que ces riz sont classés dans ce ordre d'idée, c'est maintenant la loi du marché quand l'offre est peu. Au niveau des détaillants, comme je viens de le dire, il y a la spéculation qui se passe. Mais les produits comme le carburant est homologué. Et nous sommes en train, on a écrit déjà à beaucoup de structures, à beaucoup d'unités industrielles pour nous donner les structures des prix. Dans la structure du prix, le ministère du Commerce verra avec ses services spécialisés, est-ce que la marge n'a pas été de trop? Si la marge bénéficiaire n'est pas régulière,
réglementaire, on va amener ces gens à revenir sur des marges acceptables. Donc c'est ce que nous pouvons faire. Et on ne peut pas de facto aller dire, bon, la tomate, les chaussures, la sardine, c'est tel prix. Vu que, même à l'international, c'est pourquoi les gens disent, je vais faire le shopping. C'est-à-dire d'une boutique à une autre, même aux États-Unis, les prix changent. On confond souvent ici l'étiquetage à l'homologation des prix. L'étiquetage, bien sûr, on va l'appliquer ici, c'est une obligation commerciale. C'est-à-dire, c'est de faire la publicité du prix. Pour ne pas que quelqu'un vienne, que ça se passe en négociation. Par exemple, ce livre, je mets 100 francs, je mets l'étiquette. Donc, quelqu'un déjà sait que c'est 100 francs. C'est ce qui ne se fait pas souvent chez nous. Chez les autres, ça se pratique. Ici, c'est dans les supérettes et autres. Mais, même en Europe ou bien aux États-Unis, quand vous allez, vous avez l'étiquetage, mais d'une boutique à une autre, pour la même marchandise, vous trouvez des prix différents. Donc, les gens font le choix entre les boutiques pour aller trouver la marchandise ou le produit qu'ils veulent. Je vous donne l'exemple de la France. Ici même, nous, le pétrole, le carburant est homologué, c'est le même prix. Mais allez en Occident, des fois d'une station à une autre, ou bien d'un département à un autre, les litres n'ont pas le même prix. Les super n'ont pas le même prix. Des fois, c'est les centimes qui varient. Parce qu'ils n'homologuent pas ce produit-là. Donc, il y a des principes que chaque pays adopte. Et il faut savoir que, bien sûr, il y a des insuffisances, mais il y a aussi le choix de la Guinée dans ce sens. L'essentiel, c'est de produire. C'est de produire chez nous ce que nous devons consommer. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Si vous voyez que le président est en train d'encourager les industriels à s'installer pour produire même des produits manufacturés, mais produits industriels, c'est pour que nous ne puissions pas avoir des nécessités importantes pour la devise. Pour qu'on puisse faire des achats chez nous, des produits fabriqués chez nous. Ça va réduire la consommation de ces devises qui agrègent sur les prix. Monsieur le ministre, malgré les résultats obtenus cette année, un défi non des moindres se dresse devant vous. Il s'agit de la finalisation de la mise en place de l'instance de la Chambre nationale du commerce, de l'industrie et de l'artisanat pour la zone spéciale de Conakry. Qu'est-ce qui empêche la mise en place de cette chambre? D'abord, je commence par remercier tous les acteurs et tous les départements partenaires pour la mise en place de cette chambre. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat de Guinée. Donc, il y a plusieurs départements qui sont concernés. Il faut noter aussi que durant les 2 dernières années, nous avons pu atteindre 75% des résultats qui nous sont fixés. Il faut savoir que nous avons mis en place les 33 bureaux au niveau des 33 préfectures. Les 7 bureaux ont été mis en place au niveau des régions administratives, hors du Conakry. Et il ne reste qu'aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, la région spéciale de Conakry et le bureau exécutif national. Il faut noter qu'il y a eu un blocage en fin 2015 et nous avons pu tirer les leçons et c'est ce qui nous a amené à prendre certaines mesures. Et nous sommes en train de travailler déjà, il y a un plan d'action qui est fixé. En bref, ça nous résume beaucoup d'activités et l'activité doit prendre fin au plus tard au mois de février, selon la programmation, la nouvelle programmation que nous avons faite. Et nous demandons l'implication de tous. Je crois qu'il y a eu des incompréhensions suite au déroulement des élections dans certaines localités. Et c'est ce qui a conduit au blocage au niveau de Conakry. Donc, pour apaiser les esprits et reprendre sur de bonnes pistes, nous avons cru devoir suspendre le processus, mais comme je viens de l'expliquer, ça va bientôt reprendre. Monsieur le ministre, où en êtes-vous avec le projet de développement de la filière mangue lancé en 2014 dans notre pays? Bon, il faut noter que c'est un projet qui est en place pour accompagner le développement de cette filière.
Et je l'ai dit tantôt, c'est un projet financé par l'Organisation mondiale du commerce à hauteur de 3 millions de dollars. Et le gouvernement a participé aussi à un certain hauteur. Et aujourd'hui, en termes de réalisation, nous avons une plateforme de grande envergure avec un montant de réalisation de plus de 7 milliards de francs guinéens. Et nous avons un grand nombre de producteurs qui ont été formés sur la production, la maîtrise des itinéraires techniques, mais aussi la maîtrise de certains principes commerciaux. Nous avons un partenariat avec des Maliens qui vont amener les Guinéens à maîtriser certains rudiments dans le traitement de la mangue aux fins d'exportation. Et au jour d'aujourd'hui, tout est en train d'être mis en place pour pouvoir exporter la première tonne en 2017. Et sans compter aussi que nous avons noué un partenariat avec les institutions de recherche agronomique pour faire en sorte qu'il y ait des améliorations sur la variété de mangue. Donc c'est avec satisfaction que nous sommes en train de travailler sur cette filière. Monsieur le ministre, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de remercier la cellule de communication gouvernementale, remercier nos chères téléspectatrices et téléspectateurs et faire en sorte que ces genres de débats entre nous soient périodiques pour nous permettre de détailler et de répondre aux préoccupations des citoyens. Nous sommes là pour ça, nous sommes un département de service et nous avons besoin de remontées d'informations pour nous performer et pour améliorer nos services envers nos usagers. Une fois encore, merci et que la Guinée vraiment puisse aller de l'avant en faisant en sorte que la paix et la quiétude soient le soubassement de cet avancement. Et que Dieu bénisse la Guinée. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette rubrique Inside Extra Time. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.